Attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Alors qu'au Moyen-Orient, on enregistre une sorte de trêve dans la guerre latente qui oppose Israël aux pays arabes, eh bien, hier soir à Paris, les communautés israélites et musulmanes se sont battues avec une rare violence. Des témoins disent, depuis la guerre des 6 jours, chaque année, à la même époque, c'est la même chose, les esprits sont tendus, les nerfs sont à fleur de peau, le moindre incident suffit à mettre le feu aux poudres. Et hier, il semble bien qu'une querelle dans un café soit à l'origine des bagarres. Philippe Alfonsi. 21h30 hier soir, gardes mobiles et CRS entrent lentement dans le quartier de Belleville. Ils resteront là toute la nuit à surveiller les immeubles, à garder les magasins et les cafés. Tout a commencé dans un bar de la rue Ramponneau, un consommateur arabe, un autre israélite, des insultes, des coups et 10 minutes plus tard, la bagarre générale. Des groupes de jeunes gens armés de barres de fer parcourent les rues, cassant les vitrines, jetant des bouteilles dans les fenêtres des magasins juifs. Les commerçants israélites contre-attaquent, la bataille va durer très peu de temps, une demi-heure, mais toute la nuit le quartier sera en effervescence, malgré l'intervention de la police et les efforts de quelques membres de l'ambassade d'Algérie qui ont tenté de calmer les belligérants. Bilan de cette nuit, 33 arrestations, une vingtaine de blessés, dont 4 policiers, et de très gros dégâts matériels. Algérie, le gouvernement algérien vient de nationaliser 6 compagnies pétrolières étrangères. Cette nationalisation ne touche aucune compagnie française. Quant aux négociations sur les redevances pétrolières que les compagnies françaises auront à verser à l'État algérien, eh bien ces négociations ont été suspendues. Les 40 prisonniers politiques brésiliens libérés en échange de l'ambassadeur d'Allemagne de l'Ouest sont arrivés cette nuit à Alger. Vous savez que l'Algérie leur a accordé l'asile politique. Ils ont effectué le voyage enchaîné 2 par 2 à leur fauteuil et sous la garde de policiers brésiliens. Après cette libération, on s'attend au Brésil à ce que l'ambassadeur, M. von Olleben, soit relâché rapidement. Deuxième journée de la visite officielle du président roumain, M. Ceausescu, à Paris. En ce moment, M. Ceausescu doit être reçu à l'hôtel de ville. Ce matin, il a eu un deuxième entretien à l'Élysée avec le président Pompidou, après avoir déposé une gerbe à l'Arc de Triomphe. Hier soir, vous le savez, le président et Mme Pompidou ont offert à leurs hôtes roumains un dîner d'apparat au Grand Trianon. Oui, le président du Conseil d'État roumain et Mme Ceausescu étaient hier soir les hôtes à dîner du président de la République et de Mme Pompidou, qui ont accueilli leurs visiteurs sous le péristyle de marbre rose et vert du Grand Trianon. À ce premier dîner, qui a pour cadre fastueux la grande galerie dite de Cotel, assistaient 117 convives, parmi lesquels toute la suite du président Ceausescu. Du côté français, le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, et plusieurs membres du gouvernement. Vous reconnaîtrez M. Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale. À la longue table de gala, le président et Mme Ceausescu sont les voisins de M. Pompidou, qui a prononcé une allocution se félicitant des rapports privilégiés de la Roumanie et de la France et rappelant l'accueil inoubliable fait il y a 2 ans au général de Gaulle par la Roumanie. M. Ceausescu a répondu en souhaitant que ces entretiens de Paris donnent un nouvel essor à la collaboration de la France et de la Roumanie dans tous les domaines. Et ce matin, M. Ceausescu s'est rendu à l'Arc de Triomphe où il a déposé une gerbe sur la dalle sacrée. M. Ceausescu, accueilli par M. Michel Debré, s'est dirigé seul vers la dalle pour y déposer une immense gerbe d'œillets roses et blancs. C'est ensuite la traditionnelle minute de silence, puis la signature sur le livre d'or. Ils sont 22 000 de plus que l'année dernière, au total 210 000. Ce sont les candidats au bac. Depuis ce matin, 8 heures, ils consacrent leur matinée à la philosophie, aux sciences économiques et sociales ou aux mathématiques. Et au programme de l'après-midi, langue morte, langue vivante, arts, sciences et physique. Quant aux surveillants, eh bien, ils ont pour mission de repérer postes émetteurs ou postes récepteurs que des candidats peu scrupuleux auraient pu dissimuler sous leurs vêtements ou sous des bandages, comme cela s'est déjà produit les années précédentes.
RATP, eh bien, les syndicats sont reçus ce matin par la direction au centre des négociations, la grille des salaires et bien entendu aussi les congés annuels. Cet après-midi, les syndicats de la RATP doivent se retrouver pour examiner la situation. Aujourd'hui, le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, reçoit les dirigeants de toutes les centrales syndicales. Premier dirigeant à être reçu, M. Malter de la Confédération générale des cadres. Pourquoi ces rencontres? Dans quel climat s'est déroulé le premier entretien de ce matin? Eh bien, c'est ce que va nous dire François Gault depuis l'hôtel Matignon. Eh bien, ici, l'hôtel Matignon, à l'instant, une délégation de la CGC vient de s'entretenir avec le Premier ministre. Monsieur Malter, quels sont les points positifs de cet entretien? En premier lieu, nous sommes d'accord sur 3 points concernant la fiscalité. Le Premier ministre s'est engagé formellement à ce que lors du vote de la loi de finances, l'on élargisse les tranches pour tenir compte de l'évolution des prix. Il pense également que l'on ne peut mettre en application la formule du 6e plan à revenu égal, impôt égal, que dans la mesure où on connaît parfaitement les revenus de chacun. Enfin, l'on n'intégrera pas dans leurs revenus imposables les allocations familiales. Donc les cadres sont rassurés. Et sur le terrain de la fiscalité, nous avons donc effectivement des points favorables. Par ailleurs, sur le terrain de la sécurité sociale, malheureusement, les choses ne se présentent pas aussi bien, car nous ne savons pas si demain il y aura ou il n'y aura pas un déplafonnement de l'assurance maladie. Nous sommes absolument opposés au déplafonnement de l'assurance maladie, car nous estimons qu'il ne sert à rien. Il a échoué il y a déjà 2 ans et qu'au surplus, le problème de la sécurité sociale est avant tout un problème de freinage du montant des dépenses. Il y a des économies à réaliser. C'est là le fond de la question en ce qui nous concerne et nous tenons à être très fermes sur cette position. Eh bien, cet après-midi, M. Jacques Chaban-Delmas doit recevoir tour à tour les dirigeants de FO, de la CGT, de la CFTC et de la CFDT. Ici, l'hôtel Matignon. À vous, Daniel Casal. Les députés ont poursuivi ce matin la discussion sur les options du 6e plan. La discussion des options du 6e plan, une discussion commencée hier après-midi. Ils ont entendu 26 des 127 orateurs inscrits, la formation professionnelle, la fiscalité, la construction, la taille des entreprises, la durée du travail, l'emploi et la réforme de la sécurité sociale. Tels sont quelques-uns des thèmes évoqués. Ce matin, au nom du groupe socialiste, M. Bouloche a déploré que ne figure pas dans le rapport sur les orientations du 6e plan l'amélioration des équipements collectifs, l'environnement, le resserrement de l'éventail des salaires et une association progressive des travailleurs aux décisions. Hier, Daniel Brem a interrogé le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, M. André Bettencourt, puis M. Ballanger, président du groupe communiste, et Bonnet, porte-parole des Républicains indépendants. Je vais insister d'une façon toute particulière sur les équipements collectifs, c'est-à-dire tout l'effort que nous avons à faire en ce qui concerne les télécommunications, les routes, les écoles, les hôpitaux, car le développement industriel ou le développement en général de notre pays ne doit aller de pair avec un ensemble d'investissements collectifs plus importants. Autrement dit, l'État, de son côté, a un ensemble de mesures à prendre qui doivent appuyer le développement aussi bien de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce. Chacun a son rôle à jouer dans cette affaire. Il s'agit d'une orientation pour 5 ans, mais il est bien évident que dans un ensemble, l'État doit affirmer ses préoccupations et doit associer à tous les échelons, tant que faire se peut, la population à l'échelon départemental, à l'échelon régional, à l'échelon national, pour que ce soit une œuvre de tous les Français. Monsieur le Président, je voudrais que vous me donniez votre avis sur les options du 6e plan discutées actuellement. Bien, je crois qu'il faut répondre à cette question. Pourquoi le plan et au profit de qui? Pourquoi il s'agit essentiellement d'aider les grands trusts monopolistes français à acquérir la dimension internationale pour faire face à la concurrence. Et naturellement, pour cela, leur donner des moyens financiers qui seront pris en réduisant le pouvoir d'achat des masses populaires. Ça n'est pas fait du tout au profit de l'ensemble des Français. Bien au contraire, le plan ne prend pas acte des besoins immenses de la population en biens de consommation et en élévation du niveau de vie. Le plan n'est pas fait pour les Français, il est fait pour les grandes sociétés capitalistes. Le Parti communiste français, quant à lui, considère qu'il faut baser l'avenir de notre pays sur l'augmentation de la consommation intérieure, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est comme cela qu'on donnera à la France une économie, une industrie digne d'un grand pays comme le nôtre.
Les Républicains indépendants se proposent d'exposer cet après-midi, par ma voix, les objectifs du pays pour le 6e plan. Une nation plus industrielle, une société plus juste. Une nation plus industrielle parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'industrie c'est l'emploi et c'est la richesse. Une société plus juste parce que cette richesse doit être mieux répartie qu'elle ne l'est aujourd'hui et bénéficier par priorité aux Français les plus démunis. Ce double propos implique des réformes. Ces réformes, les Républicains indépendants les acceptent, car pour eux, s'il est deux manières de faire la révolution, celle des révolutionnaires, qui est la plus voyante, celle des conservateurs, qui est la plus sûre, il n'en est qu'une pour éviter la révolution, c'est d'entrer dans la voie des réformes. Cet après-midi, les députés, toujours dans le cadre de ce débat sur les options du 6e plan, eh bien, les députés pourront entendre M. Valéry Giscard d'Estaing, le ministre de l'économie et des finances, M. Giscard d'Estaing, qui demain sera à Nancy, où il ira soutenir la candidature de Maître Souchal à l'élection législative partielle de dimanche prochain. Le premier et le troisième mardi de chaque mois, vous le savez, vous devez commencer à le savoir, Télémidi est suivi de Télévillage, une émission de François-Henri de Virieu. Eh bien, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, les paysans ouvriers et le problème de la transhumance avec un sujet intitulé « Les moutons voyageurs ». Après la publicité, ce sont maintenant les magasins à prix réduit, ceux que l'on appelle aux États-Unis les discounts, qui vont faire leur entrée en bourse, qui font même leur entrée en bourse. Les magasins Carrefour sont cotés à partir d'aujourd'hui et Michel Tardieu a rencontré le PDG de Carrefour, M. Marcel Fournier. Monsieur Fournier, vous êtes une sorte de casseur de prix. Toute votre politique commerciale consiste à vendre le moins cher possible et vous gagnez beaucoup d'argent. Alors quelle est votre recette? Notre recette est une recette retrouvée de gens qui l'ont pratiquée avant nous. Par exemple, le Boussicot, l'inventeur des grands magasins avec le bon marché, de vendre non pas des rabais, non pas des annonces de baisse sur des prix donnés, mais de vendre tout meilleur marché. Il y a toujours une question qu'on se pose dans le cas de votre réussite. On se demande si c'est le succès du management, de la gestion à l'américaine, ou si au contraire c'est la reprise des vieilles formules d'autrefois, celle de la société de famille, où chaque membre de la famille fait quelque chose. Je ne pense pas que ce soit celle de la société de famille, encore que nous soyons aujourd'hui encore une société de famille, mais c'est la recherche du management, de très faibles investissements et un accroissement énorme de productivité sur les formules de distribution qui nous ont précédés. Mais vous ne craignez pas qu'en grossissant, qu'en faisant un chiffre d'affaires de plus en plus important, vous ayez des frais généraux qui augmentent et que précisément votre marge bénéficiaire se réduise? Non, vous savez qu'une caractéristique de Carrefour, c'est la décentralisation, que chaque directeur de chaque magasin est un chef d'entreprise, et nous apercevons que plus les magasins sont grands, plus le bénéfice net est fort, alors que les marges brutes ont tendance à s'amenuiser. Carrefour gagne beaucoup d'argent. Carrefour gagne beaucoup d'argent. Et pourquoi venez-vous en bourse alors? Nous venons en bourse d'abord pour permettre à ceux qui ont fait Carrefour avec nous, notre personnel, de participer à la propriété des actions de Carrefour. Et ça a été notre première motivation et notre principale. Et quelles sont les autres? Les autres, la possibilité de donner une valeur certaine à notre titre et à travers cette valeur certaine, la possibilité de pouvoir penser à des fusions ou à des absorptions. L'introduction va rapporter combien d'argent? L'introduction va rapporter à nos actionnaires, va liquéfier pour nos actionnaires une somme de 10 à 12 milliards d'anciens francs. Et vous, personnellement, qu'allez-vous faire de votre part? Certainement le réinvestir. Réinvestir où? Le réinvestir dans Carrefour peut-être, et dans bien d'autres formules modernes de distribution ou même d'industrie. Nikolaïev et Sévastianov, vous connaissez certainement, ils viennent de battre le record de durée dans l'espace, eh bien ils peuvent désormais prendre du café au lait. Vous direz que cela n'a rien d'extraordinaire, et bien pourtant cela constitue une grande première spatiale. C'est la première fois en effet que des aliments chauds sont mis à la disposition des cosmonautes qui jusqu'à maintenant se nourrissaient d'aliments préfabriqués. Le café au lait est servi à Sévastianov et Nikolaïev non pas par un garçon bien stylé, mais dans des tubes en aluminium qui peuvent être chauffés à 70 degrés. Du sport maintenant, et bien parallèlement aux 24 heures du Mans, une course importante aux États-Unis. La série de courses de la Can-Am, ainsi baptisée parce qu'elle comprend des épreuves se déroulant au Canada et aux Amériques, est réservée aux voitures de sport biplace. Elle est très richement dotée et cela explique la valeur du plateau, Denis Hulme,
Dan Gurney, Jackie Oliver et d'autres pilotes de premier plan aux États-Unis y participent notamment, ici Denis Hulme, et puis Dan Gurney. Mosport au Canada se déroulait dimanche et ouvrait donc le calendrier 1970. Bruce McLaren, décédé il y a un mois en essayant un nouveau modèle, est toujours présent sur le circuit de la Can-Am. Il s'était particulièrement attaché à construire ce type de voiture dont la cylindrée n'est pas limitée. Et c'est d'ailleurs une McLaren à moteur Chevrolet pilotée par Dan Gurney qui prit la première place à 176 km/h de moyenne horaire pour les 200 miles avec 14 secondes d'avance seulement, c'est peu, mais c'est assez, sur Jackie Oliver. Et puis plus d'un tour sur Denis Hulme, à peine rétabli d'un récent accident, mais joli croissant. Dan Gurney a annoncé après sa victoire qu'il participerait à toutes les courses de la Can-Am au sein de l'équipe McLaren dans laquelle il vient de faire son entrée. Le vainqueur. Christian Bellon, le pirate de l'Air français qui avait détourné un avion sur Beyrouth, a tenté de s'évader de l'hôpital psychiatrique où il était interné. Il a été transféré à la prison centrale de Beyrouth, la capitale libanaise. Jacqueline Alexandre, c'est d'un autre genre de piraterie que vous allez nous parler. Effectivement, vous avez certainement tous entendu parler de Radio Pirate Anglaise. Elle bénéficiait d'un énorme avantage, elle n'avait à payer ni impôts ni droits d'auteur. Eh bien, cette même idée a été reprise pour la presse de disques pirates, donc vendus bien entendu sous le manteau. Est-ce que vous vendez des disques pirates? Quelques-uns, oui. Mais ils sont pressés en France ou... Non, à l'étranger. Et s'il y avait des disques pirates pressés en France, est-ce que vous les vendriez? Je ne pense pas. Vous êtes la première victime. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, de toute manière, parce que vu qu'il est pas très bon, je crois pas qu'on en vendra, qu'ils en vendront beaucoup. Oui, alors là, la première chose qui vous gêne, c'est que ça ne soit pas une bonne chanson, que ça soit qu'il soit ça. Non, déjà, oui, c'est que c'est du matériel que j'aurais vraiment évité de sortir, moi. Surtout ça qui me gêne, le reste, c'est pas bien grave. Le côté pécuniaire. Non, non, enfin, si ça tirait vraiment très loin, je commencerais à me dire, tiens, on me vole quelques sous. La bande qui a servi à imprimer le disque pirate provient d'où? Bah, elle provient soit des studios Barclay, soit de chez moi, ou encore mieux de Londres, puisque c'est des titres qui ont été faits à Londres, parmi tant d'autres. Oui, je crois que vous avez été cambriolé, vous pensez que peut-être cette bande faisait partie? Peut-être. Qu'est-ce qu'on vous avait volé? Est-ce que vous aviez remarqué? Ah, malheureusement, enfin, si on m'avait volé les ventes, ce serait pas grave. Non, mais on m'avait volé une partie de ma collection d'armes, notamment, et au premier abord, c'est surtout ça que j'avais vu. Lorsqu'un disque pirate est vendu, qui est escroqué finalement? Mais les gens qui ne touchent pas leurs droits sur ce disque il y a le compositeur, l'interprète, la SACEM, l'éditeur, la maison de disques, et le fisc non plus, donc ça brûle toutes les étapes pour... Mais ces personnes doivent quand même essayer de vous rechercher, non? Ah bah c'est le jeu du disque pirate. Je crois qu'on a refusé de presser le disque en France. Chaque fois que vous arriviez avec la bande, on disait pas question. Oui, il était impossible de le faire presser en France. Il y a trop peu de fabricants de disques. Ils sont tous connus sur la place et aucun ne voulait prendre le risque de presser ce disque sans passer par la SACEM. Oui, mais si tout le monde se mettait à faire ça, il n'y aurait plus d'interprète du tout. Nous avons rencontré suffisamment de difficultés pour que je puisse être à peu près persuadé que beaucoup de gens s'arrêteront en cours de route. C'était un sujet de Michel Toulouse. À la veille des vacances, une nouvelle loi vient de passer qui intéresse tous les propriétaires de caravanes et de remorques. Écoutez bien. Monsieur le Président, plusieurs dizaines de milliers de caravaniers sont concernés par une loi qui est sortie voici longtemps, mais qui vient à échéance à la fin du mois.
De quoi s'agit-il? Eh bien, à la fin du mois de juin, les caravaniers qui possèdent un matériel de plus de 500 kg et jusqu'à 750 kg, c'est-à-dire une catégorie qui autrefois n'était pas soumise aux règles du permis, aux règles de la carte grise, doivent à partir de cette année, donc à la fin de ce mois, avoir cette carte grise. Oui, car jusqu'à la fin du mois étaient susceptibles de payer la carte grise que les caravanes à partir de 750 kg. À partir de 750 kg. Et ce qui est très important de noter, très important de signaler, c'est que les caravanes anciennes, c'est-à-dire celles qui ont même été fabriquées et vendues avant l'année dernière, il y a même 5 ou 10 ans, doivent elles-mêmes être disposées d'une carte grise. Je voudrais faire une petite parenthèse. Nous parlons précisément des caravanes avec vous, mais je crois qu'il s'agit tout simplement de toute remorque dépassant 500 kg. Caravane et remorque de plus de 500 kg. Bien, alors j'en conclus que ce genre de caravane, qui apparemment est très petite puisque démontable, ces caravanes, celle-ci et celle qui est derrière nous, sont maintenant assujetties à cette nouvelle taxe, enfin à la carte grise. Effectivement, elles sont toutes petites et elles sont légères dans leur poids en sortie d'usine, mais en réalité, le poids à considérer, c'est le PTAC, appellation scientifique du poids total autorisé en charge. Ces caravanes-là, en PTAC, donc, font plus de 500 kg et sont soumises aux règles de la carte grise. Bon. Alors comment doit-on faire pour s'acquitter de cette taxe? Bien, il suffit de s'adresser dans les préfectures. Tout client doit s'y présenter avec une facture, la facture d'achat de sa caravane, avec un descriptif qu'il pourra même remplir sur place car il trouvera des formules, et puis une somme de 30 francs. Espérons qu'il n'y aura pas d'ici peu une vignette à acheter également. Nous allons rester dans le domaine des vacances et parler de plongée sous-marine. En effet, dans les prochains jours, nous allons ouvrir une enquête concernant ce sport. On va vous expliquer comment faire bien de la plongée sous-marine. Et voilà pourquoi notre équipe de plongée a suivi un mini-stage que voici. Plutôt que de poser la question qui peut plonger, que de leur signer qui ne peut pas plonger. Qui ne peut pas plonger? Premièrement, ceux qui ne savent pas nager. Ça semble logique. Deuxièmement, eh bien, ceux qui sont malheureusement atteints de maladies ou de crises cardiaques, crises épileptiques, d'otite chronique et les asthmatiques. Ensuite, au point de vue limitation d'âge, puisqu'on doit quand même donner une limitation d'âge, la plongée étant une technique, je pense, souhaitable, de conseiller aux jeunes de ne pas commencer trop jeunes, justement. Il faut attendre d'avoir une certaine maturité d'esprit pour comprendre les problèmes que pose la plongée. Et 14 ans me semble un âge limite inférieur souhaitable. Pour la limite supérieure, jusqu'alors il n'y en a pas. Il y a des exemples de personnes très âgées qui continuent à plonger et qui se portent très bien. Donc c'est l'état général qui va diriger la décision d'arrêt de plonger. Sur un plan pratique maintenant, combien coûte un équipement? Combien faut-il mettre pour plonger? Oh, environ 1500 francs. 150 000 anciens francs. Oui. Mais on peut louer ce matériel si on n'a pas l'argent nécessaire. Oui, il est possible de le louer, ou même sans le louer. À ce moment-là, on peut profiter des installations qu'offrent de nombreux clubs qui prolifèrent actuellement en France et qui en même temps permettront aux gens d'apprendre à plonger. Alors, ce matériel, quel est le strict nécessaire? Quel est l'indispensable? L'indispensable, premièrement, il va falloir se couvrir pour se protéger contre l'atteinte du froid. Ce sont les combinaisons en néoprène, oui, qui sont les plus répandues. Ensuite, la nécessité, évidemment, de porter un masque pour voir ce qui va se passer dans l'eau. Enfin, d'avoir une paire de palmes pour pouvoir se déplacer. Mais ainsi vêtu, eh bien, l'apprenti va s'apercevoir qu'il flotte. Ce ne sera pas suffisant, il va devoir descendre pour pouvoir s'approcher de ces merveilles qu'il entrevoit. D'où nécessité d'avoir donc une ceinture de lestage avec des plombs qui vont permettre de s'extraire de la surface. Enfin, pour rester au fond, il lui faut de quoi respirer, puisque nous sommes malheureusement des animaux à respiration pulmonaire aérienne. Il va falloir donc une réserve d'air avec un détendeur. Ce sont les fameuses bouteilles que l'on appelle quelquefois à tort les bouteilles d'oxygène. Oui, c'est malheureusement ça, on trouve souvent ce terme dans les histoires relatées par les journalistes. Donc air comprimé, tout ça. C'est de l'air comprimé, tout simplement. Et un détendeur. Et un détendeur qui va vous donner de l'air à la pression ambiante et à la demande. Bon, donc voilà les conditions maintenant requises pour pénétrer dans les fonds sous-marins. Combien y a-t-il de plongeurs sous-marins en ce moment en France? Actuellement en France, il y en a environ 35 000 pour 340, 350 clubs.
Ce reportage a été réalisé par notre équipe de plongée, José Ledeliou, Jean-Pierre Ajax et Jean-Pierre Lannes. Avant de passer à la bourse, Daniel Cazal, vous avez une information à nous donner. Oui, une dépêche qui nous est arrivée il y a quelques minutes de 13h22, elle date de 13h22. Le père de Sophie Duguay a été attaqué dans sa ferme de Saint-Bandry. Sophie Duguay, vous vous en souvenez, cette petite fille qui avait été enlevée en octobre dernier par Michel Fauqueux. On ne possède absolument aucun détail sur l'agression dont a été victime monsieur Philippe Duguay. Je pense que pour notre flash de 18h50 et pour notre édition de 19h45, nous aurons davantage de renseignements sur cette agression. Merci. Nous allons donc maintenant à la bourse. À vous, Gérard Vidalange. Merci, Jacqueline Alexandre. La bourse aujourd'hui est un peu plate comme une limande. Les affaires sont très peu étoffées. Hier, on avait échangé à la Bourse de Paris 100 millions, 10 milliards d'anciens francs. C'est un chiffre très faible, car par rapport au mois de juin de l'année dernière, c'est une baisse d'environ 30 à 40%. Donc un marché désœuvré, mais tout de même une cote qui se tient bien, qui résiste bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a très peu de vendeurs. Si les acheteurs se dérobent, les vendeurs, malgré tout, ne montrent pas la pointe de leur oreille. Voici par exemple une hausse tout de même spectaculaire aujourd'hui, 311 sur le Suez, sur la financière de Suez, contre 303, alors que les grandes valeurs chimiques, en séance, amorçaient une légère reprise. Il faut dire que ces grandes valeurs françaises rapportent maintenant entre 4, 5 et même 6% avec l'avoir fiscal, ce qui représente un revenu élevé. Alors bien sûr, ce qui pèse sur le marché, c'est encore le volume des émissions d'actions. Il y a actuellement une avalanche d'émissions. C'est une bonne chose en ce sens qu'évidemment le marché financier joue son rôle d'investisseur, joue son rôle dans le financement des investissements, mais malgré tout l'ampleur de ces émissions pèse sur la bourse. On peut estimer que probablement pour le premier semestre, il y aura un appel d'argent de l'ordre de 5 milliards, 500 milliards d'anciens francs sur le marché, ce qui est tout de même considérable, car il faut bien dire que la France, de ce côté-là, est un marché financier, dispose d'un marché financier extrêmement actif, car les autres bourses ne jouent pas le même rôle dans le financement des investissements. Je pense notamment au marché allemand, au marché anglais ou au marché américain. Vous voyez qu'à l'alimentation, il y a des hausses, par exemple sur les actions Ricard, Doc Rémois. Nous verrons tout à l'heure Gervais Danone qui a monté également. Voici Gervais Danone, 480. Qui ajoute 1 franc, je crois, à sa progression d'hier, qui était de l'ordre de 6 francs. En revanche, Saint-Gobain cède un peu de terrain. Voici du reste d'autres hausses dans différents compartiments, comme les presses de la Cité, qui réalisent une très belle remontée, 334. Voilà un titre qui avait été éprouvé lors de la baisse des semaines précédentes. Eh bien, aujourd'hui, c'est un beau redressement. Roussel-Uclaf également gagne 4 francs, tandis que les raffineries de Berre, qui est un titre qui rapporte plus de 6,5% au cours actuel de 176,50, eh bien gagne 2 francs aujourd'hui. Du côté des grandes valeurs chimiques, Péchinet a tenu sa conférence de presse hier. Le président, M. Jouven, a souligné que les investissements du groupe avaient atteint le chiffre colossal de 900 millions, 90 milliards d'anciens francs. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que les États-Unis ont absorbé 40% de ce montant des investissements. On peut dire que Péchinet est la société française qui investit le plus aux États-Unis, et on peut dire qu'il y a même le courage d'investir aux États-Unis, car vous le savez, de nombreuses sociétés ont rencontré des déboires sur ce marché très difficile, puisqu'aussi bien la filiale de Saint-Gobain, American Saint-Gobain, a dû passer la main à un groupe américain. Il y a aujourd'hui une hausse des mines d'or, alors que le métal est plutôt en baisse. Eh bien, il y a un mouvement général de hausse qui n'est pas d'une amplitude considérable, mais vous voyez tout de même, on gagne 1 franc ou 1 franc 50 sur la Western Holding, 1 franc 70 sur Western Deep. Publicis, qui a introduit ses actions récemment, cotait hier 498 francs pour un prix d'offre qui, vous le savez, était de 420 francs. Donc la valeur s'est bien acclimatée sur le marché. Il y a du reste un volume d'échange assez actif, puisque hier, on a échangé 1600 actions Publicis. Peugeot, 262 francs 50, inchangé, tandis que Citroën est plus discuté,
Il semble qu'on prête tout au moins des intentions au gouvernement français en ce qui concerne un rapprochement entre Berliet et Saviem. Ce rapprochement, évidemment, se place dans le contexte des négociations entre le groupe Fiat-Citroën et également le gouvernement français en ce qui concerne la ratification de l'augmentation de la participation de Fiat dans Citroën. Valeurs étrangères, les Allemands qui avaient monté hier, eh bien, se replient, c'est un peu le reflux après le flux d'hier. Marché de l'or, en baisse en ce qui concerne le lingot de 45 francs, le lingot revient de 6 395 à 6 350, tandis que le Napoléon perd 40 centimes à 57 francs 30. La rente Pinet, aujourd'hui, n'a pratiquement pas varié. Voici le cours. Je pense qu'il va vous être donné à l'instant. Vous voyez que les valeurs internationales qui défilent sous vos yeux ont été très irrégulières aujourd'hui. Voici le cours de la rente Pinet, 158 francs 70. C'était la Bourse de Paris. À vous, Jacqueline Alexandre. Merci Gérard Vidalange. Télémidi est maintenant terminé. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Notre prochain flash, je vous le rappelle, à 18h50.